Bonjour à tous, bienvenue sur nos deux médias internationaux, France 24 et Radio France Internationale. Alors pour bien préparer le scrutin européen du 26 mai, élection européenne très disputée bien sûr, nous vous proposons un débat entre des têtes de liste qui vont mener cette campagne des européennes côté français. Nous allons ouvrir en leur compagnie 3 grands chapitres importants. Quelles sont les attentes économiques des citoyens français vis-à-vis de l'Europe? Quelle doit être la place de cette Union européenne dans le monde? Et enfin, quel avenir pour ces citoyens? Bonsoir. Alors, il y a un point, au moins un, sur lequel tout le monde est d'accord. L'Europe doit changer. Mais pour aller vers quoi? Les propositions sont très différentes et parfois même radicalement opposées. Nous allons donc tenter d'éclairer le choix des 47 millions de Français inscrits sur les listes électorales et des 2 millions inscrits au consulat à l'étranger qui peuvent suivre nos échanges sur nos 2 chaînes. Sur ce plateau avec nous, 5 candidats et non pas 6. Vous le constatez, il n'y a pas avec nous de représentants du Rassemblement national. Il va de soi que nous avions évidemment proposé à l'un d'entre eux, et en l'occurrence à Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, d'être avec nous. Il avait accepté et il s'est décommandé dans la matinée, considérant que les conditions d'organisation du débat n'étaient pas satisfaisantes. Sur ce plateau avec nous, Caroline, 5 candidats. Oui, alors aujourd'hui, à mes côtés, en effet, François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Vous êtes la tête de liste Les Républicains et les Centristes, philosophe de profession. Et vous êtes à côté aujourd'hui de Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, les régionalistes, actuellement eurodéputé, qui siège toujours d'ailleurs à Strasbourg. Avec nous également Raphaël Glucksmann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste de Place Publique et également du Parti Socialiste et de Nouvelle Donne. Nathalie Loiseau, bonsoir. Vous êtes tête de la liste Renaissance qui allie La République En Marche, le Modem, Agir et les Radicaux. Et enfin, Manon Aubry, bonsoir. Vous, c'est plus simple, vous êtes tête de liste de La France Insoumise. Alors, qui regroupe beaucoup de gens, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors, on engage ce débat sur le terrain économique. En effet, les citoyens français, comme les autres Européens, attendent beaucoup de l'Union européenne en termes de pouvoir d'achat, de croissance, de solidarité face à la crise de la dette, de lutte contre le chômage. Alors, si on regarde aujourd'hui les chiffres, j'ai envie aux uns et aux autres de vous demander une mise en perspective. 1,9% de croissance dans la zone euro. On semble voir le bout du tunnel. Et pourtant, en France, 1,6%. On est en dessous avec la consolation d'être un petit peu en avance sur l'Allemagne, le Royaume-Uni ou l'Italie. Est-ce que l'Union européenne, sur le fond, c'est bon pour la croissance? François-Xavier Bellamy. D'abord, nous ne pouvons pas faire sans l'Union européenne aujourd'hui pour nous renforcer dans la mondialisation. C'est une certitude absolue et nous avons besoin de la force que nous donne ce marché unique qui a été construit pour pouvoir peser face aux géants que sont aujourd'hui la Chine, par exemple, ou les États-Unis. Je ne confonds pas ces 2 pôles, mais une chose est certaine, il faut que nous puissions nous renforcer par l'alliance de nos États au sein de ce marché unique. Cela étant dit, malheureusement, aujourd'hui, l'Europe a cédé à une forme de naïveté. Et cette naïveté est coupable parce qu'elle fragilise nos entreprises et nos emplois. Par la concurrence déloyale que nous leur imposons trop souvent, en laissant entrer sur notre marché unique sans aucune exigence de réciprocité des entreprises internationales qui viennent faire du profit sur nos marchés. Prenons un exemple tout simple. L'Europe, c'est pour le PIB 20% réalisé sur les marchés publics. Nos marchés publics sont ouverts à 95%. Ce n'est pas du tout le cas, évidemment, de nos partenaires commerciaux. Il faut donc que nous exigions une réciprocité. Et la nécessité pour l'avenir de l'Europe, c'est de rééquilibrer la mondialisation en faisant de ce marché commun un nouveau poumon de cette mondialisation. Un premier tour de table sur cette question. Est-ce que l'Europe, c'est bon pour la croissance, Raphaël Glucksmann? Mais quelle Europe, à condition qu'elle rompe, justement Monsieur Bellamy en parlait, mais dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Qu'elle rompe avec la religion absolue du libre-échange, de la concurrence libre et non faussée et de l'austérité budgétaire. Ce qu'il faut pour que l'Europe soit réellement un espace de croissance, c'est qu'on puisse imposer des barrières douanières aux frontières de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle un protectionnisme vert et solidaire. C'est qu'on puisse sortir de cette religion des 3%, en sortant notamment les dépenses liées à la transformation écologique de ces 3%. C'est aussi qu'on puisse injecter de la dépense publique pour créer des champions européens. Et donc, ça suppose une révolution mentale à l'échelle de l'Union européenne. On a construit un marché. Mais nous, notre mission, la mission de notre génération, je pense, c'est de transformer ce marché en puissance politique et protectrice.
Alors ça vous interpelle, je pense, Madame Loiseau. Est-ce qu'on est mieux à l'intérieur quand même? Est-ce que c'est quelque chose qui nous protège d'un certain point de vue économiquement, cette Union européenne, ou elle n'est pas suffisamment protectrice sur ce plan économique? Un marché, c'est bien, mais à condition qu'il y ait les mêmes règles pour les employeurs comme pour les travailleurs. Ce qu'on a aujourd'hui dans l'Union européenne, c'est une énorme divergence sur le plan fiscal comme sur le plan social entre les pays de l'Union européenne. On a une circulation des personnes et des marchandises et pourtant on a mis en concurrence des travailleurs de l'Union européenne. Quand on voit qu'il y a 6 pays de l'Union européenne où il n'y a pas de SMIC, quand on voit la divergence des SMIC aujourd'hui, quand on voit aussi que, par exemple, en Hongrie, l'impôt sur les sociétés est à 9%, là où chez nous, il sera à 25% à la fin du quinquennat, on voit bien qu'on ne s'est pas donné les moyens de se renforcer à l'intérieur de l'Union européenne. Avant même de parler de la concurrence mondiale, nous faisons concurrence, nous mettons des salariés en concurrence les uns avec les autres. Il est temps de faire la convergence à la fois fiscale et sociale dans l'Union européenne. Alors, on continue ce premier tour de table. Manon Aubry, on connaît les réserves de la France insoumise sur l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne en tout cas aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle pourrait être bonne pour la croissance ? Bien sûr qu'elle pourrait, mais je voudrais revenir sur ce qu'elle est déjà à l'heure actuelle pour bien comprendre le diagnostic. J'entends dire par Madame Loiseau qu'on est dans une Europe qui met en concurrence. Mais la conséquence de quoi? De quelle politique? Je voudrais prendre un exemple très précis, la question du travail détaché. La République En Marche s'enorgueillit d'une révision de la directive sur le travail détaché. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises en France peuvent encore embaucher n'importe qui, que vous soyez français ou étranger, et payer des cotisations sociales dans un autre pays européen. Et du coup, mettre en concurrence les États européens pour payer le moins de cotisations sociales possible et du coup, payer et rabaisser par le bas la protection sociale. Et donc, pour arriver à votre question sur quelle Europe on veut, je partage les objectifs et les vœux. Alors, je crois qu'elle voulait répondre, peut-être, puisque vous engagez le débat, allons-y. Ouais, comme vous le souhaitez. Mais je voudrais pas donner la parole. Non, mais peut-être donner la parole d'abord à Yannick Jadot, qui s'est pas exprimé. Rapidement, on donne la parole à Yannick Jadot, et ensuite, vous pourrez entamer le débat. Et pour finir sur ce que disait Raphaël Glucksmann, moi, je partage son constat sur... aujourd'hui, on a des contraintes posées par les traités européens, les 3% de déficit, le libre-échange inscrit dans les traités européens, l'impossibilité de donner des aides d'État. Dans ce cas-là, allons au bout de la démarche et remettons en cause les traités européens. Et malheureusement, autour de cette table, il y a pour le moment personne qui est... Non, Raphaël Glucksmann, non. Traité constant, c'est possible d'avoir une politique différente. Attendez, vous aurez tout l'occasion de vous... Yannick Jadot, c'est toujours le verre à moitié plein quand même. Là, on l'entend plutôt à moitié vide. Je sais pas comment je dois le prendre. Oui, non, mais c'est pas sûr. Non, mais l'Union européenne, vraiment, n'a rien fait pour la croissance, pour le bien-être de ses citoyens. Si on entend les propos précédents, c'est véritablement, on est dans la critique tous azimuts. C'est quoi une économie forte? Une économie forte aujourd'hui, c'est une économie qui respecte l'environnement. C'est une économie qui offre de la prospérité à tous ceux qui travaillent et à ceux qui ne travaillent pas. Et c'est une économie qui innove. C'est ça que les écologistes défendent pour l'économie européenne. L'innovation, la protection, la souveraineté. Aujourd'hui, le vice de fabrication de l'Union européenne, c'est qu'elle n'a pas de politique de la production. Elle n'a pas de politique industrielle. Donc on se fait concurrence les uns contre les autres, alors qu'on a la Chine, la Russie, les États-Unis et le reste du monde. Deuxième chose, la protection. Nous défendons, et nous le défendons par des actes au Parlement européen, ce protectionnisme vert. On taxe à l'entrée du marché européen les produits issus de pays qui ne respectent pas le climat. Deuxième chose, dans une perspective de 5 ans, on interdit d'entrer sur le marché européen les produits issus de pays qui ne respectent pas la liberté syndicale et l'interdiction du travail des enfants. Et puis être souverain, c'est choisir le type d'économie qu'on veut développer. Nous, on veut une économie 100% renouvelable, sans pesticides, sobriété sur les ressources, créatrice d'emplois. Mais pour ça, quand on veut être souverain, il faut arrêter les accords de libre-échange que votent le PPE, les conservateurs, les sociodémocrates et les libéraux. Les sociodémocrates votent tous les accords. Rapidement que ce soit équilibré. Je finis mon propos. Donc il faut être souverain. Donc nous, ce qu'on veut, c'est à la fois sanctuariser les services publics et deuxièmement, protéger nos infrastructures vitales. Il est inimaginable,
absurde aujourd'hui de privatiser Aéroports de Paris comme on a privatisé les autres aéroports ou de privatiser nos barrages hydroélectriques. C'est un enjeu majeur de protection de l'environnement et de sécurité. Alors, on va vous montrer quand même un petit reportage. On va reprendre chacun de ces thèmes dans l'ordre, juste après ce reportage du bus de l'Europe. Alors, le bus de l'Europe, c'est un bus, en effet, qui va parcourir, sillonner l'Europe à la rencontre Il roule à quoi, votre bus? Des citoyens. Alors ça, il faudrait poser la question à celui qui fait le plein, et ça n'est pas moi. Ce bus a commencé évidemment son trajet, son périple en France, et à n'en pas douter, le phénomène des gilets jaunes va peser sur cette campagne électorale française. Nos reporters sont allés à la rencontre de ces citoyens qui sont en panne de pouvoir d'achat, qui vivent dans la France enclavés, rurales, qui se sentent oubliés de tous. On va regarder un extrait du reportage de Clovis Caselli. Deuxième département le moins peuplé de France, la Creuse refuse de s'éteindre en silence. Gérard, un gilet jaune de la première heure, rend visite à son neveu en difficulté depuis qu'il est passé à l'agriculture biologique. T'as touché ta conversion bio, là? Toujours pas, toujours à rien. Alors depuis 3 ans, et toujours à rien? Rien. Pas un centime. À cause d'un problème de logiciel, l'État français ne lui a versé aucune des aides promises. Olivier a dû s'endetter et s'accorde 300 € de salaire par mois quand il le peut. Retraité, Gérard est fier du combat des derniers mois, mais il est contre une liste gilets jaunes aux élections européennes. Les gilets jaunes sont là justement pour dénoncer la carence politique et syndicale des 40 dernières années. Ce n'est pas pour remplacer quelque chose d'existant, mais tout simplement pour aiguillonner les gouvernements en place. Ces éleveurs ont vu leur niveau de vie chuter et dénoncent un prix de la viande qui n'a pas augmenté depuis 40 ans. J'ai vraiment la patience, sinon je ne serais pas là. Il y a longtemps que j'aurais arrêté ou alors je me serais foutu une balle dans la tête. Et là, je rigole pas, j'en ai même des frissons. C'est dur, mais je vais essayer de tenir le coup. Il voit l'Europe comme une chance, mais veut une harmonisation entre les pays. Partisan d'une plus grande solidarité, il rêve aussi que Paris reconnaisse l'importance du monde rural. Voilà, c'est un reportage assez poignant. François-Xavier Bellamy, est-ce que l'Europe que vous souhaitez, l'Europe que vous voulez, elle peut apporter des réponses, apporter des solutions à ces personnes qui se sentent en déclassement, qui se sentent oubliées, maltraitées même d'une certaine manière? Pardon, mais ce n'est pas qu'elles se sentent déclassées ou maltraitées, c'est qu'elles le sont. Et elles le sont effectivement par les travers du projet européen tel que nous l'avons construit aujourd'hui. Elles le sont par le fait que la politique agricole commune, qui a été l'une des plus grandes réussites de l'Europe, qui nous a fait sortir de la pénurie alimentaire, aujourd'hui, cette politique agricole commune, que malheureusement nous avons laissé, que le gouvernement a laissé se fragiliser dans les instances européennes. Bien sûr que si, pardon. Parce que c'est inexact. C'est inexact. Vous avez raison, vous avez été totalement d'accord toutes ces années sur le modèle agricole que vous défendiez à Bruxelles. Écoutez, alors, on va laisser peut-être terminer François-Xavier Bellamy son propos. Ce qui est fondamental, c'est comme je le disais tout à l'heure, de mettre en œuvre cette politique agricole qui soit vraiment commune, c'est-à-dire qui impose les mêmes règles à tous à l'intérieur du marché unique et qui, deuxièmement, et je pense qu'on sera d'accord pour le dire, qui impose cette réciprocité qui fait que nous n'avons pas le droit de fixer des règles à nos agriculteurs que nous ne fixons pas à ceux qui importent sur le marché. Monsieur Bellamy, c'est vous qui avez été au pouvoir pendant des années. Le projet de budget de la Commission européenne sur la politique agricole commune. Le gouvernement auquel j'ai eu l'honneur d'appartenir l'a rejeté. Il a même monté une coalition de 22 pays pour le refuser. Il ne sera pas accepté. Ce projet, il a été présenté par vos amis politiques, par le commissaire à l'agriculture, M. Hogan, qui est dans le groupe politique dans lequel siègent vos amis, et par M. Oettinger, qui est dans le groupe politique où siègent vos amis. Ce sont vos amis politiques qui ont demandé à baisser la PAC. Pas du tout. Ils ont fait une proposition. Nous la refusons et elle ne sera pas accepté. Mais ce sont vos amis qui ont proposé de baisser la PAC, Monsieur Bellamy. Monsieur Jadot, sur cette question qui vous tient à cœur, agricole. Bien sûr, c'est quand même scandaleux qu'aujourd'hui, des agriculteurs bio sont en train de fermer leurs fermes, de stopper parce que l'État français ne leur verse pas d'aide. Ça dit totalement l'engagement de ce gouvernement pour le bio. La politique agricole commune, c'est 9 milliards d'euros par an dans notre pays.
Aujourd'hui, le résultat de ces 9 milliards d'euros, c'est un suicide tous les 2 jours. Un suicide tous les 2 jours. Il n'y a pas un secteur économique avec une telle violence. C'est un tiers des agriculteurs qui ont moins de 360 € par mois pour vivre. C'est nos campagnes qui se désertifient. C'est la biodiversité qui meurt. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que ces 9 milliards d'euros servent à accompagner tous les agriculteurs pour sortir des pesticides, mettre fin immédiatement au glyphosate. Ça leur donnera des revenus décents, ça protégera notre environnement et enfin, nous serons tous heureux de manger le top de la gastronomie, qui est la gastronomie française. Le glyphosate avant même qu'il y ait une solution pour tous les agriculteurs. Il y a une solution, il n'y a pas d'alternative à tellement l'heure d'agriculteurs actuelle. qui s'en passent. Si, il y a une étude de l'INRA dit que c'est possible pour 90%. On a bien compris que vous ne vouliez pas en sortir. Alors, on va donner la parole à Raphaël Glucksmann, qui est le plus discipliné d'entre vous et qui ne doit pas être pénalisé pour ça. Et quand des choses inexactes sont dites, je réponds. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne à avoir voulu sortir en 3 ans. Monsieur Jadot, vous avez l'auriez mis dans la loi, vous l'auriez mis dans la loi. S'il vous plaît. Vous l'auriez mis dans la loi. Non, s'il vous plaît. Raphaël Glucksmann est très en retard. On le laisse parler. Par principe, dans un débat, je ne coupe pas les gens, mais apparemment, c'est ce qu'il faudrait faire. Non, qu'est-ce qu'une subvention publique ? Une subvention publique, ça fixe la direction qu'on veut donner à une société. Vous le savez très bien, monsieur Bellamy. Ça fixe la direction qu'on veut donner à une société. Aujourd'hui, la politique agricole commune, elle fixe une mauvaise direction à notre société. Elle fixe une direction qui renforce un système à bout de souffle, qui est celui de l'agriculture productiviste. Donc, si on veut fixer un autre cap, eh bien, c'est pas le budget général de la PAC qu'il faut baisser, effectivement, mais c'est les aides qu'il faut flécher totalement différemment. Ce qu'il faut, c'est que enfin la subvention publique européenne ait un sens, qu'elle fixe un cap. Aujourd'hui, l'Union européenne, la question agricole, c'est un bon exemple. L'Union européenne, elle perd son sens parce qu'on ne voit pas où elle veut nous amener. Si c'est protéger un système qui est déjà à bout de souffle, qui n'arrive même plus à nourrir ses agriculteurs, alors dans ce cas-là, les fonds européens sont toxiques. Ils vont dans le mauvais sens et il est urgent, en fait, de les réorienter pour qu'on accompagne les agriculteurs. C'est pas une punition contre les agriculteurs, qu'on les accompagne vers une transformation écologique. Alors la France insoumise, en un mot, insiste quand même beaucoup aussi sur les questions de politique d'orthodoxie budgétaire plus globale, austéritaire selon vous, effectivement, qui sont mises en place en Europe. Et d'ailleurs, dans le cas de la croissance française, qui est en dessous, en deçà, on le rappelait, de la croissance de la zone euro, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas une part aussi un peu nationale ? Comment vous l'analysez, Manon Aubry ? Aujourd'hui, il faut revenir sur, en effet, les contraintes posées par l'Union européenne. Il y a cette fameuse règle des 3% de déficit. C'est vrai que dans la tête des gens, je peux comprendre que ça ne correspond pas à grand-chose. Elle a été inventée d'ailleurs sur un coin de table dans les années 80 et elle consiste à aucune réalité économique puisqu'on est les seuls à l'appliquer dans le monde. Aujourd'hui, que pose cette contrainte budgétaire ? Elle pose une contrainte concrète si on veut faire notamment la transition écologique. Nous parlions de faire la transition écologique, on peut servir de la politique agricole commune pour réorienter l'agriculture, faire une agriculture paysanne, de proximité et biologique. Et on peut aussi se servir de l'argent public pour investir massivement dans la transition écologique. Ça coûte 10 à 30 milliards d'euros par an pour faire l'objectif de 100% d'énergie renouvelable. On ne va pas se mentir, ça coûte de l'argent. Mais c'est un investissement qui est positif pour la planète, d'une part, mais aussi pour notre société. Vous parliez de croissance. Eh bien, faire cet investissement, c'est bon pour la croissance. 100% d'énergie renouvelable, ça crée près de 4% de croissance, ça crée 900 000 emplois. Et faire l'isolation thermique, ça divise par 2 la facture pour les gens. Donc, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour la planète et c'est bon pour la croissance. Voilà pourquoi nous devrions faire cet investissement. Cher Manon Aubry, c'est totalement juste, mais c'est possible de le faire à traité constant. C'est possible. On n'est pas obligé de sortir des traités. Oui, mais le calcul du coup, vous êtes d'accord pour rompre avec cette règle ? Le calcul des déficits. Il faut la changer, cette règle, on est d'accord. Le calcul des déficits, c'est quelque chose qui est décidé à la majorité qualifiée. On n'a pas besoin d'un nouveau traité pour exclure les dépenses liées à la transformation énergétique. C'est bien ce que nous disons, c'est qu'il faut changer ces règles et qu'elles ont été changées régulièrement ces dernières années. On n'a pas besoin, dans ce cas-là, de sortir. On va faire un peu circuler la parole parce que François-Xavier Bellamy s'est peu exprimé. Et sur la question de l'environnement, de la transition écologique, historiquement, ça n'était pas un sujet qui préoccupait beaucoup votre parti, le RPR, l'UMP. On se souvient de la formule de Nicolas Sarkozy, l'environnement ou l'écologie, ça commence à bien faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aussi, vous voulez prendre ce virage ? Ce qui est certain, c'est que la droite
ne s'est sans doute pas, en effet, assez préoccupé de la question écologique, qui est une question fondamentale. On m'a parfois accusé d'être conservateur. Je crois que ce terme est impropre pour décrire les grands défis qui sont devant nous, mais ce qui est vrai, c'est que l'écologie est peut-être une préoccupation conservatrice. Nous avons, et c'est notre première responsabilité, à transmettre un monde qui soit encore vivable. C'est une nécessité absolue. La droite s'en est préoccupée, d'ailleurs, pardonnez-moi de le dire, mais je crois que le Grenelle de l'environnement a été un moment important, d'abord pour la prise de conscience et ensuite pour l'action gouvernementale sur ces questions environnementales. Là, c'est moins vrai. Mais revenons maintenant peut-être un instant sur la question de l'agriculture. Sur la question de l'agriculture, il y a effectivement une vraie tragédie dans notre pays et je pense que nous partageons tous ce constat. Et cette tragédie-là, nous n'en sortirons que par un vrai pragmatisme. Pardonnez-moi, M. Glucksmann, mais je suis désolé, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'aide européenne soit toxique. Notre famille politique, elle considère que la politique agricole commune est nécessaire pour la survie des agriculteurs aujourd'hui. Vers la transformation. Et il faut effectivement, sans aucun doute, l'orienter de façon plus fine. Mais nous avons aussi besoin, pardonnez-moi de vous le dire aussi, nous avons aussi besoin de ne pas en rester uniquement à un modèle de circuit court ou d'agriculture biologique. Même des agriculteurs passés au bio sont les premiers à le dire. La France, elle a un climat tempéré, elle a des terroirs qui font la force de notre pays, elle contribue à nourrir le reste du monde autour de nous. Et donc nous avons besoin de continuer à garder cette agriculture qui est, c'est vrai, exportatrice, et c'est une des fiertés de notre pays, et on n'a pas le droit seulement de se cantonner à un seul modèle. Des fabricants, on exporte des céréales aujourd'hui, on exporte beaucoup de produits qui servent tout autour du bassin méditerranéen à alimenter des pays qui ne sont pas en autosuffisance alimentaire. Bien sûr qu'on a besoin de ce travail-là, on ne peut pas se restreindre seulement, et d'ailleurs les agriculteurs sont le premier à le dire. Je ne crois pas que ce soit un modèle. Vous avez raison sur l'histoire, c'est-à-dire qu'effectivement l'agriculture telle qu'on l'a conçue, elle a permis d'abord de nourrir la France, l'Europe et d'être exportatrice. Mais aujourd'hui, il y a une catastrophe qui arrive et qui est déjà en train de se dérouler. Et la seule manière qu'on a, en fait, si on fait de la politique, c'est de prendre en compte la catastrophe écologique, de prendre en compte la catastrophe sociale dans laquelle se trouve aujourd'hui l'agriculture et de changer de cap. Alors, Madame Loiseau, parce que vous êtes en retard sur le temps de parole, vous avez déclaré « Je ne veux plus que l'argent européen serve à construire des autoroutes en Slovaquie ». Vous dites que c'est beaucoup à propos de l'environnement. Il y a aussi beaucoup de discussions sur la contribution nette, évidemment, de la France qui va se monter peut-être à un peu moins de 10 milliards en 2019 après le départ des Britanniques possible. Je ne veux pas trop m'avancer sur cette question. Est-ce que finalement le principe de solidarité régionale et en particulier quelle solidarité sur les autoroutes ou pas les autoroutes, il est mis en cause aujourd'hui? On parle d'urgence écologique. Là-dessus, on est d'accord sur le diagnostic. Mais moi, je n'ai pas envie de léguer à mes enfants à la fois une dette écologique et une dette financière. Or, Manon Aubry et Raphaël Glucksmann... On peut vivre avec 3% de déficit, mais pas avec 3 degrés de réchauffement climatique. Une dette financière, vous êtes d'accord qu'on peut l'annuler. La dette écologique, c'est irréversible. Si vous annulez la dette financière, vous créez une crise. Non, on n'est pas du tout d'accord. Ça s'est fait dans l'histoire. En tout cas, on ne peut pas annuler la dette écologique. Vous choisissez entre la planète et la finance. Laissez-moi parler. Laissez-la parler parce qu'elle est très en retard de temps de parole. Je vais faire la police. C'est juste la terminologie. Allez, s'il vous plaît. Très en retard. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Simplement, ce que je veux dire, c'est que vous êtes drogué à l'argent public. Vous nous dites toujours plus d'argent public. Il n'y a que comme ça qu'on fera face. Vous êtes drogué par les lobbies. Écoutez, on verra après laissons parler Nathalie Loiseau. On les a combattus et on a gagné contre les GAFA à plusieurs reprises ces derniers mois. Donc ne venez pas me parler de lobby. C'est un vrai combat. Mais pour pouvoir financer cette urgence écologique, c'est l'épargne des Européens qu'il faut réorienter vers les renouvelables, vers l'isolation thermique, vers tous ces projets dont on a besoin. Ça n'est pas de l'argent public. Vous dites c'est 50-60 milliards. L'Union européenne elle-même a fait un calcul. Sur les 10 prochaines années, il faut plus de 1000 milliards d'euros. Ça ne sera pas 1000 milliards d'euros d'argent public, sinon on sera tous en faillite. Moi, je suis mère de famille, je sais ce que c'est que de dépenser de l'argent seulement celui qu'on a, pas celui qu'on n'a pas. Je suis désolée, mais ce que je veux, c'est une banque du climat pour que l'épargne des Européens aille vers des projets. Je n'ai rien contre la Slovaquie, bien au contraire. J'espère parce que c'était un peu grossier pour les Slovaques. Mais c'est vous qui l'avez compris comme ça. Moi, la Slovaquie, j'y vais souvent. Vous auriez pu parler du Lyon-Turin, par exemple. Vous auriez pu parler du Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, précisément, c'est un projet qui va aller à l'encontre, qui va permettre de lutter contre la pollution. Vous savez qu'il y a une voie ferrée qui existe déjà. Vous savez qu'il y a une voie ferrée qui existe déjà. S'il vous plaît, j'aimerais juste répondre sur la Banque Climat. D'ailleurs, c'est merveilleux qu'avant les élections, juste avant les élections, vous redécouvriez la Banque Climat, parce que ça fait longtemps que Pierre Larrouturou, qui est sur la liste avec moi, la porte, et jamais pas une fois vous l'avez
Ça fait 6 ans que je le pas une connais, fois vous l'avez pas une fois vous l'avez posé sur la table au Conseil européen pendant les 2 années où vous étiez au gouvernement. Mais c'est pas ça le problème. Au-delà de ça, il y a un autre problème, c'est que vous assumez plus soudainement la solidarité européenne. Moi, je n'ai... vous expliquez que quand on vous pose la question, c'était déjà le cas à l'émission politique, quand on vous pose la question du transfert de fonds de l'Europe vers des pays plus pauvres, eh bien, vous ne répondez pas, vous n'assumez pas ce transfert-là. Or, moi, je suis un grand défenseur de la souveraineté européenne et de la solidarité européenne. Et oui, il faut le dire, les pays les plus riches de l'Union européenne doivent financer les pays les plus pauvres de l'Union européenne. Sinon, on n'arrivera jamais à faire un marché commun qui ne soit pas complètement orienté sur le dumping social. Je suis très rapidement, Nathalie Loiseau, qu'on donne la parole à Manon Aubry. On est d'accord, au moment où on parle de solidarité avec les pays les plus pauvres, ces fonds de cohésion sont utiles à une seule condition, c'est qu'ils aillent vers la convergence. Quand un pays plus pauvre que le nôtre décide qu'il fait du dumping social ou du dumping fiscal, moi je pense qu'il faut lui laisser le choix. Soit il considère que ces travailleurs seront condamnés à être des travailleurs de 2e classe et à faire concurrence aux travailleurs français. À ce moment-là, je ne souhaite pas qu'il y ait des fonds européens qui aillent aider ce choix-là. Soit ils décident de faire de la convergence sociale, et là on peut se mettre d'accord. Mais dire aux contribuables français qui va payer pour que M. Orban ait un système... Non, c'est Manon Aubry qui va parler. Je ne suis pas d'accord. Manon Aubry. 1% du PIB français qui est dédié à cette Union européenne. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup, que c'est peu, que ça doit être utilisé comme cela, avec de la solidarité européenne? Est-ce que même dans une crise financière où on a vu que cette solidarité européenne était mise en cause, avec la nécessité de voler au secours de la Grèce et de pays... Des banques. Alors dites-nous si pour vous ça reste vraiment quelque chose d'important, de prioritaire et qui doit être amplifié, ce budget européen. Plusieurs choses. D'abord, on est contributeur net à hauteur de 16 milliards au budget de l'Union européenne. C'est un outil en fait, ça doit être un outil dans le rapport de force. Évidemment que nous sommes en faveur de la solidarité entre les peuples européens, comme nous sommes en faveur de la solidarité entre les peuples du monde entier, notamment à travers l'aide publique au développement qui reste bien faible sous ce gouvernement, et je pense à l'objectif de 0,7% de PIB qui n'est toujours pas atteint. Mais pour en venir sur votre question budgétaire, on peut se servir de cet outil budgétaire pour justement demander un changement des règles européennes. Et vous nous dites que nous sommes drogués à l'argent public. Mais moi, j'ai le sentiment, quand on regarde à quoi sert cet argent public et comment on peut l'utiliser. Aujourd'hui, on emprunte sur les marchés financiers à 0,5% en moyenne, alors que l'inflation est de 2%. Concrètement, plus on emprunte, plus on fait de l'argent. Pourquoi on ne se servirait pas de cet argent pour faire la transition écologique? Moi, j'ai plutôt le sentiment que vous êtes drogué au lobby, parce que je vous interpelle de nouveau sur 2 choses, y compris sur lesquelles je n'avais pas eu de réponse. D'abord, sur l'autorisation des glyphosates et des pesticides. En France, a été votée une autorisation de produire des pesticides en France qui sont interdits dans l'Union européenne, première chose. Et deuxième chose, votre bilan sur les GAFA en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Alors les GAFA, précisons quand même pour nos téléspectateurs. Oui, Google, Amazon, Facebook, les grandes entreprises qui font de l'évasion fiscale, mais ce ne sont pas les seules, malheureusement. Le bilan, c'est une incapacité à lutter efficacement contre l'évasion fiscale, puisqu'il y a une liste européenne de paradis fiscaux qui compte l'île d'Aruba, ou les îles Samoa, aucun paradis fiscal notoire, et pas d'île Caïman, pas de Jersey, de Guernesey, ni même de pays européens comme le Luxembourg et l'évasion fiscale. Pour terminer ce chapitre économique, parce qu'on se retrouve pour la seconde table ronde, il faut qu'on ouvre quand même l'Europe sur le monde, sur nos 2 chaînes internationales. Alors, quelle place face à des puissances, vous avez commencé à en parler, comme les États-Unis, la Russie, la Chine, quelle diplomatie, quelle attractivité de l'Union européenne, donc quelle politique migratoire pour elle? Tout de suite, nous allons passer du côté des coulisses de l'Union européenne avec un reportage qui va vous interpeller, puisque justement nous allons essayer de peser le poids des lobbies dont vous avez commencé à nous parler aujourd'hui. Lobbies dans la vie de ces eurodéputés que vous espérez être bientôt, bien sûr. Alix Le Bourdon a mené tout de suite l'enquête à Bruxelles. Ravi de vous revoir. Oui, on se connaît. Ce n'est pas la première fois que ce lobbyiste rencontre Françoise Grossetête. L'eurodéputée française a été rapporteure sur de nombreux textes sur les médicaments. Aujourd'hui,
Le consultant est là pour défendre les intérêts d'une association de lutte contre les cancers chez les enfants. Demain, la députée ouvrira peut-être sa porte à l'industrie pharmaceutique ou au laboratoire. Ce qui est important pour que le lobbying soit un lobbying accepté et acceptable, il faut rencontrer tout le monde. Parce que c'est important pour le député d'avoir un regard le plus large possible, le plus objectif possible. Et puis après, on ferme la porte et puis on rédige ses amendements. Bon. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur. C'était vraiment un plaisir de garder le contact. Merci beaucoup. À la tête d'un cabinet de lobbying à Bruxelles depuis 15 ans, Stéphane Dessolas avait déjà plusieurs fois rencontré la députée pour le compte d'autres clients, comme les mutuelles de santé. Nous ne travaillons pour aucun laboratoire pharmaceutique. On ne pourrait pas défendre cette cause pro bono et en parallèle être sur, je dirais, une cause défendant des intérêts divergents. Mais le seul encadrement pour les lobbyistes depuis 2011, c'est le registre de transparence, où sont inscrits près de 11 000 groupes d'intérêt, représentant plus de 80 000 personnes. Pour plus de transparence, les eurodéputés ont voté en janvier dernier en faveur de la publication des rencontres entre députés et lobbyistes. Mais ce nouveau règlement s'appliquera uniquement aux rapporteurs des textes, pas aux autres députés. Voilà, alors, Monsieur Bellamy, vous n'avez pas été encore approché par les lobbyistes. C'est la preuve que l'Union européenne est quand même puissante, ce lobbying intense que l'on voit à Bruxelles, que ces décisions sont regardées à la loupe par des lobbies qui cherchent à les influencer. Est-ce que ça, justement, dans votre campagne, pour les européennes, ça va être un thème important? Est-ce que vous le craignez? Vous craignez en effet cette influence? Ce qui est certain, c'est que cette transparence dont on vient de parler, elle est très importante. Je me permets de répondre à M. Jadot qui m'avait interpellé sur le sujet il y a quelques jours. Les députés du... Racontez-moi cette histoire-là. Pourquoi ils ont voulu voter à bulletin secret quand il s'agit de voter pour la transparence? Eh bien justement, les députés des Républicains ont publié leur vote et ils ont, comme vous le savez, voté tous en faveur de ce registre de transparence. Donc au moins, les choses sont claires. Il n'y a aucune ambiguïté dans notre famille politique en France. Nous défendons absolument cette transparence nécessaire. Maintenant, moi, je voulais revenir un très bref instant, si vous me permettez, sur le débat précédent. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est pourtant décisif. Il est clair que la dette que nous léguons à nos enfants est aussi un problème. Peut-être pas le seul problème, mais c'est aussi un problème. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut savoir investir sur les sujets prioritaires. Mais ce qui nous empêche d'investir, ça n'est pas le fait que nous soyons contraints par la règle des 3%, c'est le fait que nous soyons incapables de réformer nos politiques publiques et que structurellement nous dépensons, non pas pour investir, mais pour notre fonctionnement, plus que nous ne sommes capables de dépenser, d'apporter comme contribution au budget de l'État. Et donc oui, il y a un problème majeur sur le sujet. Et je crois que malheureusement, Madame Loiseau, vous nous dites que vous avez la certitude qu'il faut ne pas accumuler la dette économique que nous léguons à nos enfants, mais sur ce sujet, malheureusement, rien n'a été fait. Malgré une conjoncture économique favorable au cours des 2 dernières années, rien n'a été fait pour faire baisser les dépenses de l'État, ce qui nous permettrait ensuite d'avoir des marges d'investissement pour cette transition. Les dépenses ont baissé, les impôts ont baissé. Bien sûr que non. Chacun sera juge. On va donner la parole à Yannick Jadot qui apprend à patienter. Parce qu'on vient de voir un court sujet sur les lobbies. La bataille contre les lobbies, c'est là. C'est au cœur de notre combat. Il faut mieux les encadrer, il faut mieux les réglementer, parce que c'est déjà fait, mais mal à vos yeux. On ne recréera la confiance entre les citoyens et l'Europe que si on arrache l'Europe des griffes des lobbies. On a les lobbies qui sont extrêmement présents. Et c'est à l'initiative, par exemple, des Verts que Monsanto a été interdit de Parlement européen, comme Exxon il n'y a pas longtemps. Parce que justement, ils venaient pour influencer. Nous avons obtenu, les écologistes, devant la Cour européenne de justice, que toutes les études faites par les firmes sur les pesticides, sur la chimie, que ça devienne transparent, parce que la Commission européenne refusait cette transparence qui était un blocage absolu sur le système. Nous voulons créer la haute autorité de la transparence pour s'assurer que dans l'expertise, comme dans les relations avec la Commission, le Parlement et le Conseil, qui est très poreux au lobby, il y ait la transparence sur tous les rendez-vous. Et enfin, nous voulons que les citoyens européens puissent faire des actions de groupe. Vous savez, cette capacité à attaquer les firmes
directement quand les firmes polluent, quand les firmes les spolient. Donc nous voulons remettre le citoyen au cœur de la machine européenne et sortir les lobbies. Alors Raphaël Glucksmann, un petit peu en retard sur ce thème, ou si vous préférez, sur la place de l'UE dans le monde. Hein. Non, mais ce thème est fondamental. Mais pourquoi les lobbies sont si puissants? Vous savez, la nature a horreur du vide. Et les lobbies interviennent parce qu'il y a un vide démocratique à l'échelle de l'Europe. Parce que le pouvoir n'est pas démocratiquement partagé et structuré. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est renforcer le poids du politique dans la construction européenne. Ça ne peut pas être qu'un ensemble technocratique. Ça ne peut pas être qu'un gouvernement des experts. Donc la première chose à faire, c'est de renforcer le poids du Parlement pour que la politique redevienne ce qui dirige en Europe et pas les lobbies. Et la deuxième chose à faire, c'est de permettre aux citoyens d'intervenir dans les processus politiques européens. Et donc c'est pour ça qu'il faut impérativement relancer l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne à l'échelle européenne. Et c'est aussi pour ça... Il en existe un, mais vous n'avez pas cette obligation. Il n'y a aucune obligation n'a pas d'obligation à donner suite. Et on l'a vu sur le glyphosate, il y a eu 1,2 million effectivement, sur le glyphosate et sur le TAFTA, eh bien, ce n'est pas contraignant. Et donc, ce qu'il faut, c'est passer... Non, mais attendez, il faut... On voit que vous avez peur des citoyens. Laissons finir Raphaël Glucksmann, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame Loiseau. On n'arrivera pas... Mais non, bien sûr. Donner suite, il y a un processus politique, mais... Ce qu'il faut, c'est passer de cette Europe de l'entre-deux, où on a délégué des pouvoirs faramineux à des gens qui ne sont pas directement élus, qui ne sont pas tenus à la transparence, à une Europe réellement politique. Là, on va tous siéger dans un Parlement qui n'a même pas l'initiative législative, qui ne peut même pas prendre l'initiative de voter ses propres lois. Sur le rôle du Parlement, on va en parler. Oui, mais c'est très important parce que les lobbies, en fait, s'introduisent tout le temps dans les interstices, dans les vides, dans les endroits où finalement la démocratie ne s'exprime pas. Manon Aubry, vous aussi, vous êtes très combative contre les lobbies. Mais finalement, vous, quand vous étiez à Oxfam, vous n'étiez pas une sorte de lobbyiste un peu? Alors la différence, c'est que premièrement, on défendait l'intérêt général, on ne défendait pas un intérêt particulier d'un groupe d'entreprises, par exemple. Et deuxièmement, on le faisait en toute transparence, c'est-à-dire que les amendements qu'on soumettait, ils étaient tout à fait publics. Et je peux vous dire que moi, dans mon expérience, le nombre de fois où au dernier moment, on s'est fait retourner des votes qu'on pensait tenir, que ce soit ou qui ont été amoindris, je prends l'exemple de la transparence des entreprises multinationales, pour savoir si elles payent leur juste part d'impôt. Ça s'appelle reporting pays par pays public. C'est un combat qu'on a mené à Oxfam, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que Google, Amazon, etc. payent en France et quelle est leur activité économique réelle. Et là aussi, je peux vous dire, on a fini. Ah non, mais c'est toujours pas adopté. Avec le groupe des Verts. Avec, ah oui, mais ça c'est le Conseil. Avec la France Insoumise, et la proposition a été bien amoindrie par rapport à ce qui était proposé initialement, notamment face à la mobilisation de Business Europe, qui est le MEDEF européen, donc le groupe d'entreprises, qui a une voix et un poids prépondérant dans les institutions européennes. Et je crois que la meilleure défense, c'est en effet faire irruption, que les citoyens fassent irruption dans la vie démocratique avec un référendum d'initiative citoyenne et révocatoire aussi des élus, et qu'on est aussi au Parlement européen. Au niveau français, au niveau européen. Et pour ça, ça suppose par ailleurs de changer les traités européens, puisqu'il faut l'inscrire dans les traités. Et deuxième chose, il faut aussi finalement, ce qui reste le meilleur outil de défense, ce sont des parlementaires de combat qui connaissent les lobbies et qui peuvent les affronter, parce que je les ai vus au quotidien également. Et ça reste la meilleure arme. Vous voulez d'une part répondre et peut-être enchaîner sur cette idée de l'Europe dans le monde. Est-ce qu'il faut rester des économies ouvertes au niveau évidemment européen, et puis par rapport à Donald Trump qui veut rétablir effectivement des barrières? D'abord, je voudrais aller dans le sens de Manon Aubry, ça va peut-être la surprendre. Mais convergence. Il y a lobby et lobby, c'est-à-dire il y a lobby d'intérêt général. Et quand une ONG d'intérêt général fait son travail à Bruxelles, à Strasbourg, eh ben c'est tant mieux. Et je veux qu'elle puisse continuer à le faire. Après, il y a des lobbies d'intérêt privés. Alors, Raphaël Glucksmann, je veux bien que les plus politiques soient moins perméables au lobby que les plus experts. Je ne suis pas sûre que la démonstration aille très loin. Ce qu'il faut, c'est des gens qui soient convaincus et puis qui ont envie de s'intéresser et qui portent des sujets fortement. Pas des politiques qui viennent se mettre au chaud à Bruxelles et à Strasbourg. De la démocratie, oui. Mais parlons des lobbies. Je ne sais pas qui vous visiez, mais...
Dans un certain nombre de listes, on a vu un certain nombre de régions. Oui. Donc on est évidemment assez confortable. Je pense que là, autour de la table... Simplement, oui, et j'ai plutôt choisi d'aller à l'élection, donc au moins confortable. Ça, je vous l'accorde, c'est tout à votre honneur. De certains points de vue. Mais parlons des lobbies, je voudrais parler du lobby des géants de l'Internet, donc des GAFA. Ça fait des années que les GAFA sont ultra présents à Bruxelles, à Strasbourg, au Parlement européen. Et alors là, les brevets de vertu, je trouve que parfois certains s'y attribuent un peu vite. Parce que, par exemple, la protection des données dans l'univers numérique. Eh bien, certains qui nous disent aujourd'hui qu'il faut résister au lobby trouvaient qu'il ne fallait pas faire la protection des données et donc aller dans le sens des géants du numérique qui ont tout fait pour la combattre. Les droits d'auteur, protéger nos artistes, protéger nos créateurs. Parce que la protection des données personnelles, le rapporteur était un écologiste. Et si on a obtenu un grand succès, c'est qu'à l'époque, le ministre qui gérait la négociation pour les États était aussi un vert. Donc c'est un bon résultat des écologistes. Une fois pendant l'émission de ne pas m'interrompre. J'ai été interpellé. Donc je continue puisqu'en effet je suis très en retard. Quand il s'est agi de défendre la création et les artistes, là encore les GAFA, moi je les ai reçus en tant que ministre. Et vous avez raison, ce qu'il faut c'est la transparence. Mon agenda de ministre des Affaires européennes, il était parfaitement transparent. Bien sûr que je les ai reçus pour les engueuler et me faire engueuler. Pour me faire expliquer qu'on allait tuer la création parce qu'on allait demander simplement un juste partage de la valeur entre les plateformes numériques, les créateurs et les éditeurs de presse. Ben, je suis fière qu'on ait réussi à leur tenir tête. Je trouve que certains ont été n'a pas encore réussi à les taxer du tout au niveau européen, si je puis me permettre. Je regrette qu'on ne les ait pas taxés. Pour ça, il faut mettre fin à la règle de l'unanimité en matière fiscale. Qui est une règle inscrite dans les traités européens. Et là-dessus, mais les traités, ça se réforme. Les traités, c'est M. Bellamy qui est très en retard. Je termine simplement, là encore, sur les GAFA. Je suis un petit peu triste de voir que pour l'interdiction, le retrait immédiat et automatique des contenus terroristes sur Internet, le groupe de M. Jadot se soit abstenu en commission, alors que c'est une urgence, on le sait tous. On vient de voir avec ce qui s'est passé à Christchurch. Faites attention à ce que vous dites. Vous êtes en train de dire qu'on est complice des terroristes, franchement. Non, je dis que simplement, ce sont les lobbies du numérique, ce sont les lobbies du numérique qui ne voulaient pas de cette réglementation. Et je regrette que vous vous soyez abstenu et que vous n'ayez pas soutenu ce retrait. Vous n'avez pas soutenu, je le regrette. L'efficacité de tout le combat anti-terroriste. Nous refusons la surveillance de masse qui se cache derrière un certain nombre de propositions. Vous le savez. Il n'y a pas que les Verts. Une tuerie diffusée 17 minutes sur Facebook. Ce que vous dites, franchement, même le groupe que vous allez rejoindre, le groupe des libéraux, combat aussi contre la surveillance de masse pour protéger la vie privée. Justement, celui qui est en retard, c'est votre voisin, puisqu'on est au chapitre de la surveillance de masse. Je vous pose la question, Monsieur Bellamy. Est-ce que vous vous défiez de certains acteurs, grands acteurs, à côté de l'Union européenne, la Chine, la Russie, accusés de mettre leur pouvoir économique au profit, par exemple, de l'espionnage, et on a eu beaucoup de questionnements sur l'installation de la 5G chinoise dans l'Union européenne. Est-ce que vous pensez du coup aux Républicains qu'il faut une certaine dose de protectionnisme, et laquelle ? Il faut être effectivement capable de se protéger. Il faut sortir de la naïveté. Et de ce point de vue-là, je me permets de dire qu'on vient de vivre un dialogue extrêmement éclairant parce qu'au fond, effectivement, il y a en Europe des gens qui nous parlent aujourd'hui de l'Europe qui protège et qui, en réalité, effectivement, n'ont rien fait pour la construire. Et bien sûr, c'est vrai que c'est un débat philosophique que nous aurons sans doute ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, sortir de la naïveté, c'est considérer qu'en effet, il faut mettre à la disposition de nos services de renseignement des moyens de connaître ceux qui préméditent des attentats sur le sol européen. Or, il se trouve qu'il y a des gens qui, pendant des années, ont voté contre les demandes de ces services de renseignement, contre ce qui était nécessaire pour mieux nous protéger. Et je pense bien sûr, en effet, par exemple, un bureau d'enquête européen comme nous. Par exemple, je pense en particulier à ceux qui ont voté contre le développement du Passenger Name Record, le PNR, qui permet d'identifier ceux qui volent dans le ciel européen. Parmi eux, il y a le groupe des libéraux. Et puisqu'on parle de transparence, Madame Loiseau, il faut quand même que vous nous disiez enfin avec qui vous allez siéger demain. Parce que la transparence, c'est pas seulement dans les rendez-vous qu'on a avec Google ou avec Apple. La transparence, ça consiste aussi à dire aux Français avec qui on va défendre la voix qu'on leur confie. Vous allez voter, vous, en ce qui vous concerne, avec le Parti populaire européen. Avec le Parti populaire européen. Donc vous allez siéger avec M. Orban et le Fidesz et les démocraties illibérales. Avec M. Daul, avec ceux qui ont fait avec M. Orban et le Fidesz. Vous l'avez juste
qui ont fait en Europe la protection dont nous avons besoin, avec cette Europe qui protège. Pardon, Madame Loiseau, la question, elle vous était posée. C'est vous qui me la posez. Il y a en effet, y compris sur votre liste, des gens qui ont voté contre le PNR. Aujourd'hui, vous nous parlez d'Europe qui protège. Est-ce que vous allez rejoindre demain le groupe ALDE? C'est un groupe des libéraux et démocrates dirigé par Guy Verhofstadt, dans lequel vous, pour l'instant, ne souhaitez pas entrer. Et la question se pose pour l'eurodéputé actuel on va maintenant la question que vous avez posée, qui s'est terminée par une question sur le groupe. S'il vous plaît. Voilà. Qui s'est terminée par une réponse sur le groupe de Madame Loiseau. Alors ça n'empêche pas vraiment de dormir, puisqu'on sait que vous irez de toute façon, même si c'est un ALDE refondé, vous irez siéger avec des gens qui étaient auparavant à ALDE. Mais ça, c'est pas le problème, c'est pas tellement grave. La question, c'était sur la place de l'Europe dans le monde et quelle dose de protectionnisme. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit clair avant ces élections. Or, j'ai le souvenir que monsieur le président de la République nous avait dit qu'il n'y avait pas moyen pour la France de signer des accords de libre-échange avec des puissances qui ne respectent pas les accords de Paris. C'est exact, il l'a redit il y a à peu près 15 jours. Et donc, pourquoi il y a eu un conseil et effectivement, le représentant de la France vient d'acter l'ouverture des négociations avec les États-Unis d'Amérique. Nous ne signerons pas d'accord. C'était la position d'Emmanuel Macron au dernier conseil de l'Union européenne. Vous entrez en négociation et déjà avant les élections en 2009, j'aimerais continuer. Pour une fois que j'ai la parole, je ne vais pas la lâcher comme ça, je vais la garder très solidement. On m'a dit que c'est ce qu'il fallait faire. Donc, c'est déjà une position ambiguë que Emmanuel Macron avait sur le CETA avant les élections en 2017. L'accord avec le Canada. L'accord de libre-échange avec le Canada. Et donc là, avant chaque élection, vous maintenez une forme de flou, mais en réalité, vous ouvrez les négociations. Or, la phrase d'Emmanuel Macron, c'est avec les Américains, avec les Américains, avec les États-Unis d'Amérique. Ça a été décidé il y a 15 jours. Exactement. Mais pas du tout. Au Conseil, chacun pourra aller regarder. J'invite tous les journalistes qui nous regardent. Il y a moins de 15 jours. Discuter avec la position les publique. Et on devait ne pas ouvrir de négociations avec un pays qui ne respecte pas les accords de Paris. On a dit qu'on ne signait pas d'accord de libre-échange avec un accord. Faire le contraire de ce qu'on dit, ça s'appelle alors on va progresser dans le débat. Ancien monde à l'ancienne. Est-ce que vous pensez qu'on ne doit jamais parler des différents commerciaux? Vous pensez qu'on ne doit jamais parler de nos différents commerciaux avec les États-Unis? On ne se parle pas, les États-Unis n'existent pas. C'est ça votre position. Allez, on va avancer, s'il vous plaît. C'est que bien sûr qu'on doit avoir des relations avec les Américains. La France a accepté de voter, d'ouvrir ces négociations? Il n'y aura pas d'accord de libre-échange. Mais il faut comprendre ce qu'est le libre-échange, l'impact. Mais pourquoi ouvrir des négociations avec eux? Mais pour bien comprendre, juste en un mot, pourquoi le libre-échange est problématique? Le libre-échange, il est problématique. C'est ce que dit Donald Trump aussi, d'un certain point de vue. Mais par ailleurs, ils font du protectionnisme, mais pour de bonnes raisons. Parce que c'est problématique d'un point de vue de respect des droits. On importe des produits qui sont parfois élaborés, je pense à certains pays en Asie, dans des normes de droit du travail qui ne sont pas les mêmes. Donc ça crée aussi du dumping. Et puis ça pose une question écologique. On l'a vu après l'accord avec le Canada. Le transport maritime a augmenté de 7% entre le Canada et la France. Donc on organise ce grand déménagement du monde. Et puis on importe aussi des produits dont les règles sanitaires ne sont pas les mêmes. Ça a été le cas aussi avec le Canada, où ils produisent de l'alimentation avec des OGM à consommation humaine. Et donc cet accord avec les États-Unis va poser les mêmes problèmes. Il y en a 12 autres dans les cartons. Alors il y a des Jadot, 12 autres dans les cartons rattraper un petit peu de temps de parole. Merci. Juste pour conclure sur les lobbies, parce que c'était ça le début de la discussion. Attention, toutes les décisions européennes ne sont pas l'œuvre des lobbies. Heureusement. Vous savez, il y avait un gros lobby de la pêche électrique néerlandaise. Et ben, avec les marins-pêcheurs, avec les associations, on a gagné. Merci, et il y a plein de... Merci Claire Nouvian, mais... Et Yannick Jadot. Et voilà. Et merci. Margie sur Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à l'image que tout serait totalement pollué par les lobbies. Parfois, on gagne. Ils sont très présents, parfois on gagne. Sur les États-Unis, la réalité, c'est qu'on négocie avec un pistolet sur la tempe, puisque Donald Trump nous menace en permanence sur la sidérurgie, sur les voitures. Et pour essayer, plutôt que d'imposer un rapport de force, l'Union européenne n'accepte pas ce chantage permanent et fluctuant de Donald Trump. On accepte de négocier et on lui a déjà concédé le fait qu'on a multiplié par 2, 3, 4 nos importations de soja transgénique américain. Nous accélérons les importations de gaz issus de gaz de schiste, comme effectivement on importe les carburants du Canada issus des pétroles, des sables bitumineux. C'est le pétrole le plus dégueulasse qu'on peut extraire. Votre Donc, voisin attention, est très critique sur... Ce que je veux dire, c'est que ces accords de libre-échange...
accords de libre-échange? Ces accords de libre-échange, c'est l'emballement climatique, Pour ou contre c'est la mondialisation de la malbouffe et de la souffrance animale. Je suis d'accord avec M. Jadot sur le fait qu'on a fait des folies, notamment effectivement dans l'importation avec les États-Unis. Et je suis d'accord avec lui sur un point. Nous avons le devoir. Mais pardon, je ne suis pas. Nous sommes dans la même situation. Je n'ai jamais été élu. Votre groupe l'a voté. À moins que vous décidiez de changer de groupe, mais vous nous avez dit que vous resterez dans le même groupe. On pourrait parler de beaucoup de choses de manière très précise. Sur le CETA, je pense qu'il y aurait à discuter de manière précise. D'ailleurs, le groupe auquel j'appartiens ou que je souhaite rejoindre n'a pas voté de manière unanime le CETA parce que les avis étaient très partagés sur la question. Vous reconnaissez que c'était une mauvaise chose de le voter? En tous les cas, je l'ai dit d'ailleurs à titre personnel, je n'aurais pas voté le CETA. Je dis simplement que il faut pouvoir faire en sorte, et dans le CETA, il y avait aussi des progrès, de faire reconnaître, par exemple, nos appellations protégées. Et certains producteurs ont vu leurs appellations protégées reconnues à la faveur de certains traités. Je crois que si c'était seulement les traités de libre-échange qui avaient menacé l'écologie et l'économie de nos pays, aujourd'hui, on n'en serait pas là. La plupart de la catastrophe écologique vient évidemment du commerce avec des États avec lesquels nous n'avons pas d'accord de libre-échange. On peut penser, par exemple, à des pays d'Asie comme la Chine. Mais je reviens simplement sur un point. Je crois que le point fondamental, c'est qu'effectivement, on impose notre souveraineté et nous n'avons pas le droit de négocier aujourd'hui avec un pistolet sur la tempe. Quant à Mme Loiseau, encore une fois, pardonnez-moi, mais là on est au cœur de ce en même temps auquel on ne comprend plus rien. C'est-à-dire on ne peut pas dire en même temps qu'on ouvre en effet ces négociations dans le contexte dont on vient de parler et qu'en même temps on dit et qu'on promet qu'on ne signera pas de traité. Alors non, rapidement, non s'il vous plaît, François-Xavier Bellamy, on va commencer par vous. Il faut parler, avec les il faut qu'on parle de l'immigration et des migrations. Madame Loiseau, si vous n'en voulez pas. Évitez les débats parallèles. Allez-y, je vous en prie. François-Xavier Bellamy, rapidement, on va tourner sur ce sujet. C'est une préoccupation très forte dans votre campagne, l'immigration, les frontières, la civilisation européenne. Là, il y a des oppositions très fortes. Vous parlez d'une politique d'accueil finalement assez stricte. Vous proposez même de raccompagner en Afrique tous les bateaux qui se présentent sur nos côtes. C'est ça pour vous la solution? C'est en gros zéro accueil? Non, bien au contraire. C'est pas d'abord une préoccupation très forte dans notre campagne, c'est une préoccupation très forte pour l'avenir de notre monde, parce que l'équilibre du monde en dépend. Deuxièmement, nous voulons bien accueillir, mais nous ne voulons pas subir des flux migratoires qui ne sont pas régulés aujourd'hui. Et l'accueil est devenu le vecteur d'une politique d'immigration illégale qui est totalement non maîtrisée. Nous le voyons bien d'ailleurs aujourd'hui, c'est à la faveur de cette impuissance européenne que prospère le business des passeurs à travers la mer Méditerranée. Nous voulons mettre fin à cette affirmation toute simple selon laquelle mettre le pied sur le sol européen, même de manière illégale, c'est avoir beaucoup de chances de s'établir durablement sur le sol européen. C'est le cas aujourd'hui. Et tant que ce sera le cas, nous ne pourrons pas lutter efficacement contre cette prédation. Un demandeur d'asile est en situation illégale quand il met le pied sur le sol européen. Eh bien, il faut que le demandeur d'asile puisse effectuer sa demande en dehors du territoire européen. Il faut que, bien sûr que oui. Alors, Raphaël Glucksmann, dans la zone de guerre, il va envoyer sa petite demande. Raphaël Glucksmann. Aujourd'hui, Monsieur Bellamy, finalement, ce que vous dites, c'est déjà ce que font les gouvernements européens, malheureusement. Ils délèguent aux gardes-côtes libyens la responsabilité de maintenir les gens dans l'enfer. Et donc, moi, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'en fait, on est en train de discuter, là, alors qu'il y a eu 20 000 morts dans la mer Méditerranée. Et juste une seule chose, c'est que quand on parle de ça, la première chose qu'on doit dire, c'est qu'il faut relancer les opérations de sauvetage en mer. Vous savez, les Italiens ont dû arrêter Mare Nostrum précisément parce qu'il n'y avait aucune solidarité européenne. Et donc la première chose que nous porterons, c'est de relancer ces opérations de sauvetage. La deuxième chose, c'est que si on veut qu'il y ait une solidarité européenne, il faut un régime d'asile européen, qui est une solidarité. Vous vous souvenez tous que Mme Merkel... Qu'il soit contraignant. Mais moi, j'aimerais juste, bien sûr, qu'il soit contraignant pour les États européens et que ça se décide à l'échelle européenne et qu'on ne se retrouve plus dans la situation où s'est trouvée Mme Merkel quand elle a accueilli les réfugiés de Syrie et qu'elle a demandé aux autres gouvernements européens de l'aide et qu'elle ne l'a pas obtenue. Et donc, j'aimerais juste terminer une chose, c'est que moi, j'ai le souvenir, Mme Loiseau, d'un président de la République qui, quand il était candidat, avait dit qu'il voulait renouer avec la France humaniste et qui avait félicité Mme Merkel. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, qui à la sortie, vous savez, d'un rendez-vous avec cette personne contre lequel vous devriez faire barrage et vous exhorter à faire barrage, qui s'appelle Monsieur Salvini, reprend les termes de Monsieur Salvini, reprend la logique de Monsieur Salvini et dit que les ONG qui sauvent l'honneur de l'Europe en sauvant les vies en Méditerranée font preuve de collusion avec les passeurs. Donc ce que j'aimerais, parce que je ne doute pas de votre humanisme, ce que j'aimerais, c'est que vous nous expliquiez que vous êtes en désaccord avec ce ministre de l'Intérieur qui reprend la terminologie de son hôte, de l'extrême droite italienne. Alors, on va laisser répondre Nathalie Loiseau.
Faire barrage à M. Salvini, répondre à M. Salvini, ceux qui ont entendu ce que je disais pendant qu'il était ministre et que je l'étais aussi, se souviennent que je n'ai jamais hésité à le faire. Et que je n'ai pas de leçon à recevoir sur ce qu'il faut dire à M. Salvini. Y compris rappeler l'ambassadeur de France à Rome quand le gouvernement italien... Quand le gouvernement italien attaque la France, à la différence du Rassemblement national, je ne m'allie pas avec des gens qui attaquent mon pays. En l'occurrence, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, effectivement, ils préfèrent être en tête-à-tête avec Mme Krief que discuter avec nous. Oui, mais je trouve ça choquant. Mais moi aussi, je trouve ça très choquant et je n'aime pas M. Barnier. Dans ce cas-là, vous êtes prête à débattre. S'agissant des ONG, je les ai rencontrés parce que je suis allée en Grèce dans des foyers d'accueil de mineurs isolés, dans des camps de migrants. J'ai travaillé, j'ai vu les ONG. Il n'y a pas un bénévole d'ONG qui ne soit pas sincère. Oui. Mais ce que j'ai vu aussi, parce qu'il y a une opération européenne qui a pris la suite de Mare Nostrum, contrairement à ce que vous dites, elle s'appelle Sophia. Elle est aujourd'hui bloquée à cause de M. Salvini. Et vous avez raison de mettre l'accent sur le comportement de ce gouvernement. Et vous n'accueillez pas l'Aquarius dans vos ports et laissez-moi terminer. Ce que j'ai vu aussi, c'est que les passeurs en profitent. Alors, justement, mais bien sûr que si. Revenons sur le... Madame Loiseau, vous avez parfaitement raison sur le fait que les passeurs sont souvent des trafiquants d'êtres humains. La seule question... Pas souvent, monsieur Jadot. Mais non, mais toujours, si vous voulez, toujours. Mais oui. Pardon, mais quand même, c'est pas dans l'histoire, moi, j'ai des passeurs qui permettent de traverser les Alpes aujourd'hui, de traverser les Pyrénées. Non, mais là, on parle de gens qui raquettent des jeunes en Afrique en leur promettant l'Eldorado. Alors, pardon, il faut absolument pas justement. Non, mais c'est quand même incroyable. Justement, j'attaque les passeurs. Mais quand ce gouvernement ferme la frontière franco-italienne, quand ce gouvernement refuse l'Aquarius, vous participez de l'élection de M. Salvini en Italie parce que la France, avec les autres, a laissé l'Italie seule face à 750 000 réfugiés. Au passage, quand même, je rappelle que justement lundi, M. Salvini lance une grande alliance. Il voudrait faire une grande alliance à l'extrême droite avec d'autres. Je dis simplement... FPE en Autriche, Vox en Espagne. Vox, vous savez qui fait alliance avec Vox en Espagne? Ah non. Ciudadanos, le grand partenaire selon M. Guérini, qui est le patron d'En Marche, le grand partenaire européen d'En Marche, c'est Ciudadanos qui fait alliance avec Vox en Andalousie. Mais pour finir, il y a eu des états généraux de la migration dans notre pays. 1600 associations ont participé à ces états généraux et ils ont des propositions extrêmement concrètes sur les voies sûres d'accès au territoire européen. C'est comme ça qu'on contrôlera les passeurs. C'est comme ça qu'on évitera les naufrages en Méditerranée, le fait que ce soit aujourd'hui la frontière la plus dangereuse du monde. On va laisser parler Manon Aubry, s'il vous plaît, les uns les autres. Sur ce sujet, sur les migrations. Deux éléments de réponse. D'abord, vous contestez Matteo Salvini en Italie, mais je constate qu'en réalité, il y a une forme de convergence entre la politique qu'il mène et celle que vous menez. Qui applaudit des deux mains quand on parle quand on voit la politique migratoire faite en France et en Salvini, respectivement, en France et en Italie, respectivement, l'un et l'autre. S'agissant de la politique fiscale, l'Italie vient de mettre une flat tax, c'est-à-dire une baisse de l'impôt sur le capital pour les plus riches, en Italie, comme ça a été fait en France. Et puis, sur cette question de l'immigration, je pense qu'il faut la prendre avec raison et humanité. D'abord, je voudrais dire à quel point c'est une souffrance, parce qu'on a l'impression que les migrants viennent ici par plaisir, mais c'est une souffrance. Moi, j'ai travaillé des années en Afrique. J'ai vu des gens qui voulaient migrer et qui étaient sur les chemins de la migration. C'est une souffrance d'avoir à traverser des déserts, d'avoir à traverser les mers, et on met sa vie en péril. Et d'ailleurs, il y en a des gens qui meurent. Il a rappelé... Monsieur Glucksmann, les chiffres terribles qui font honte, je pense, à notre pays et à notre nation. Maintenant, vous pouvez mettre tous les barbelés que vous voulez. On a déjà un immense fossé au sein de l'Union européenne qui s'appelle la mer Méditerranée. 2260 personnes y sont mortes l'an dernier. Donc je pense qu'il faut faire face avec humanité à ces questions-là, en s'adressant à la fois aux causes de la souffrance, notamment les accords économiques inégaux qui font souffrir les pays en développement, et d'autre part accueillir avec dignité et non pas comme l'a fait le gouvernement de concert avec M. Salvini ces dernières années. Non, s'il vous plaît. Alors, vraiment en 10 secondes, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Je vous jure, ça dure 10 secondes. Donc, j'ai pas bien compris, en fait. Vous désapprouvez les propos de M. Castaner?
Monsieur Castaner a dit que les ONG faisaient un excellent travail d'aide aux migrants, mais que les passeurs profitaient... On comprendra toujours pas. C'est comme sur Allez, s'il vous plaît. Alors, on est obligé de passer à la troisième partie. Le temps nous est compté un petit peu. Je ne comprends pas pourquoi oui, mais le problème, rappelle, c'est vos 10 secondes, en fait, après, elles sont exponentielles. La réponse était simple, oui ou non. Ça a duré 2 secondes. Parce que parfois, ils ont quitté l'Érythrée, le Sud-Soudan, des régions où ils sont dans des villes terribles. Ils ont quitté la Syrie, où ils étaient gazés, et ils sont venus juste pour survivre. Et pardon, mais l'immense majorité des gens qui arrivent en Europe, 70% de ceux qui demandent l'asile en France, par exemple, ne sont pas éligibles à l'asile. Ils viennent ici, et je suis d'accord avec vous, c'est un arrachement à cause des fausses promesses que nous leur faisons, lorsque nous leur faisons croire qu'ils vont vivre la vie rêvée qu'ils ont ici à Porte de la Chapelle. Bien sûr, eh bien je suis d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et notre responsabilité, encore une fois, c'est de pouvoir accueillir ceux qui ont besoin de notre solidarité, mais de pouvoir faire en sorte, effectivement, de mettre fin à cette fausse promesse qui fait les morts en Méditerranée que je suis le premier à développer. Très rapidement. Prenez les chiffres. Le pic, c'est 2015-2016. Une écrasante majorité, c'était des Syriens. Depuis, les chiffres baissent. Et en réalité, il n'y a pas de submersion migratoire. Et la vérité est simple. La majorité des gens qui viennent, demander l'asile viennent de pays qui ne sont pas sûrs et qui sont totalement éligibles. Si à l'échelle européenne, bien sûr que oui. À l'échelle européenne, s'il vous plaît. Vous savez, vous luttez efficacement contre le dérèglement climatique. Vous luttez efficacement contre le pillage des ressources. Et bien déjà, les gens ont moins de raisons de partir. Allez, on va maintenant s'intéresser à l'avenir de l'Union européenne, sa jeunesse notamment, son écologie aussi et encore, son besoin de plus ou moins d'Europe. Et pour ouvrir ce chapitre, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur les vrais pouvoirs du Parlement européen, qui est souvent accusé d'impuissance ou de ne pas servir à grand-chose. C'est notre rubrique Contrefait, et elle est signée Roxane Runel. Un Parlement européen impuissant ? Le Parlement européen n'est pas très important. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. C'est tout. Il n'y a pas de pouvoir politique. Notre ancien président, Valéry Giscard d'Estaing, n'est pas le seul à minimiser, à tort, le rôle du Parlement européen. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, déclarait carrément que les pouvoirs du Parlement étaient de faux pouvoirs à l'époque où il était lui-même eurodéputé. Alors clarifions, ce n'est pas le Parlement européen qui veille à la bonne application des traités puisque c'est précisément le rôle de la Commission européenne. Ce que surveille le Parlement, en revanche, c'est la Commission elle-même. Il peut même la faire démissionner au moyen d'une motion de censure. Quant à ses pouvoirs législatifs, ils n'ont cessé d'augmenter au fil des traités. En 2007, le Parlement européen devient co-législateur dans 85 domaines de compétences. Dans ces domaines, pour qu'un texte soit adopté, le Parlement européen et le Conseil doivent se mettre d'accord à la virgule près. Seuls quelques dossiers échappent encore à son consentement. La politique de la concurrence ou les affaires étrangères sont des exemples. Enfin, en amendant les textes proposés par la Commission, le Parlement dégage un soutien politique indispensable à l'adoption d'une directive, d'un règlement et surtout du budget européen. Un vrai législateur donc, en action. Voilà, un peu de discipline sur le plateau. Vous avez vu ce sujet, Raphaël Glucksmann, vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'initiative législative au Parlement européen. Cette déclaration de Valéry Giscard d'Estaing, elle est surprenante tout de même, non ? Elle est partiellement fausse, mais il a raison sur un point, c'est qu'il faut... Enfin, sa déclaration est juste, il l'a bien dit. Hein. Non, mais bien sûr, mais ce qu'il veut dire, non, il y a des pouvoirs, mais la vérité, c'est qu'il faut qu'il y en ait beaucoup plus. Vous savez, dans l'histoire, les parlements, eh bien, ils étaient là pour lever l'impôt. C'est ça, la fondation des parlements. Lever l'impôt. Or, là, par exemple, nous avons un parlement qui n'a pas dans ses prérogatives les questions fiscales directement. Donc, il faut qu'il ait non seulement l'initiative législative, mais il faut élargir ses prérogatives. Mais même en l'état actuel des choses, il y a moyen de lutter au Parlement européen pour imposer un rapport de force politique avec la Commission et avec le Conseil. Mais la première étape qui sera fondamentale, et là-dessus, je pense qu'ici, beaucoup de gens se rejoindront avec Yannick Jadot ou avec Madame Aubry, eh bien, c'est la formation de la Commission. Ça sera notre travail de faire en sorte
qu'on n'ait pas des commissaires qui rognent sur les libertés publiques, qu'on n'ait pas des commissaires qui abandonnent la transformation écologique, qu'on n'ait pas des commissaires qui... Et peut-être d'accord même avec Mme Loiseau, puisque depuis tout à l'heure, elle acquiesce. Mais je n'aurais toujours pas eu ma réponse sur M. Castaner. Mais on ne va pas y revenir. Mais il vous arrive même parfois d'être un petit peu de mauvaise foi. Moi? Alors, oui. Quel avenir pour la construction européenne plus généralement qui est remise en cause? En effet, on dit que ces traités doivent être réformés. Vous-même annoncez des pistes à la fois sur Schengen et puis sur les pouvoirs de l'exécutif et du législatif. Quel avenir pour cette construction qui est menacée aussi avec le Brexit, qui est l'exemple d'un pays qui quitte quand même une construction à 28? J'allais vous dire que le premier sujet, c'est le Brexit, c'est l'actualité, c'est que la construction européenne est face à un échec. L'échec de la classe politique britannique, on est habitué à gloser dessus à longueur de temps. Moi, je regarde plutôt l'échec de l'Union européenne. On n'a pas su retenir les Britanniques. On a eu l'Europe honteuse, qui est allée à Londres, à Manchester ou ailleurs à l'époque. Pas même la Commission, qui considérait que le meilleur moyen de se défendre, c'était de se cacher. Le résultat, c'est que les Britanniques ont choisi pour sortir de l'Union européenne sans savoir où ils voulaient aller et que maintenant, semaine après semaine, ils nous demandent « encore 5 minutes, monsieur le bourreau ». Le Brexit doit nous faire de l'introspection, doit nous conduire à nous... Nous ne sommes pas les bureaux, mais il y a quand même une ambiguïté à ce que même des gens qui étaient favorables au Brexit disent on ne peut pas sortir tout de suite. On voit bien que les idées simples conduisent à des situations compliquées et en tout cas pas enviables. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse d'abord reprendre le contrôle de la conduite du projet européen, avec par exemple une commission où il y aurait moins de commissaires. On a raté le coche. On s'est laissé aller à dire finalement 28 pays, 28 commissaires. Moi, quand j'ai pris mes fonctions de ministre des Affaires européennes, il a fallu que je relise 10 fois les attributions des commissaires parce que franchement, il y avait des commissaires au chou farci, il y avait des commissaires à n'importe quoi pour faire plaisir à tel et tel. C'était pas toujours en fonction de l'engagement européen ou d'une compétence établie. Et parfois, il y avait même des gens qui arrivaient des fameux lobbies dont nous avons parlé tout à l'heure. Ça, je voudrais qu'on puisse y mettre fin. Le rôle du Parlement européen, l'initiative. Évidemment qu'il faut que ce Parlement puisse avoir une initiative. Sinon, on est quand même encore loin du Parlement, même si j'ai l'impression que le témoignage de Valéry Giscard d'Estaing, il est un peu en noir et blanc, il est gentiment anachronique. C'est-à-dire que le Parlement européen a pris de plus en plus de pouvoir au fur et à mesure du temps, qu'il est en codécision avec le Conseil sur beaucoup de sujets, que parfois... Donc c'est important d'y être élu. On a compris pour vous. Vous êtes tous partants. Ça c'est bien compris. Votre voisine a un petit peu de retard. Oui, Manon Aubry, sur la question de la construction européenne, vous êtes resté au fond à la France Insoumise sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon en 2017, qui est sommairement plan A, plan B. Le plan A, c'est on crée un rapport de force pour changer les choses. Le plan B, c'est quoi aujourd'hui? On le fait quand même. Alors d'abord, il faut bien le comprendre. Mais je vais l'expliquer parce que manifestement, ça a besoin de pédagogie. D'abord, c'est cette Union européenne-là, si on ne fait rien, elle va droit dans le mur. Elle va droit dans le mur parce qu'elle est devenue une sorte de grand centre commercial où nous ne sommes plus des usagers mais des consommateurs et on nous met en concurrence les uns face à face, les uns face aux autres. Et du coup, ça crée un ressenti vis-à-vis de l'Union européenne. Maintenant, comment on sort de cette situation? D'abord, en respectant la souveraineté populaire. Parce que en sortant de l'UE, déjà, première question. Donc j'y arrive. Nous sommes les héritiers du vote, du non sur le traité constitutionnel européen en 2005. Tout le monde ici a voté oui. Et ce n'était pas non à l'Union européenne, c'est non à cette construction européenne spécifique. Non, vous avez voté non? C'était pas le cas de l'UMP à l'époque. Mais vous nous expliquerez pourquoi. Toutes les familles politiques ont été très partagées. Vous nous expliquerez pourquoi. Mais toujours est-il que pourquoi ce non? C'est un non à cette construction européenne-là. Que disons-nous concrètement? C'est l'Union européenne, dans ses traités européens actuels, organise un certain nombre de contraintes dans la conduite d'une politique écologique et sociale. Je crois qu'on a bien compris depuis longtemps, Madame Aubry, au fond, quelles étaient les raisons pour lesquelles l'Europe ne vous convenait pas aujourd'hui. Mais il faut bien les comprendre, parce que ce n'est pas dogmatique, c'est pratique. Bien sûr, mais on peut peut-être aller directement à l'étape B, le plan B. C'est-à-dire, bon, vous n'obtenez pas gain de cause, qu'est-ce que vous faites? Alors, plan A, on renégocie tous ensemble. Plan B, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On désobéit, vous dites. On va toquer à la Commission européenne et on dit, voici la liste des dispositions qui posent problème dans la conduite de notre politique. Là, les 3% de déficit, le libre-échange, la mise en concurrence de nos services publics, toutes ces politiques-là qui sont problématiques. Et donc, nous disons, nous ne les respecterons pas. Il y a 26 pays en face, c'est pas seulement la Commission, c'est 26 pays. Bien sûr, il y a 26 pays. Donc vous sortez des règles du jeu. Et donc, un certain nombre de règles qu'on ne respectera pas. Mais vous savez, d'abord... Sur un terrain de foot, si vous prenez le ballon à la main, vous êtes sorti.
construction européenne, elle est déjà à géométrie variable. Belle image. Il y a Schengen, il y a l'euro, tous les pays européens n'y sont pas dedans. Et puis, vous savez, je pense qu'on ne peut pas faire l'Union européenne sans la France. C'est la deuxième économie européenne. 18% de l'économie européenne, on parlait de la contribution nette de 16 milliards, ce sont des outils et on aura un mandat populaire pour renégocier ça. C'est bien si les citoyens décident qu'il faut changer ces règles-là et que nous renégocierons. Et je pense que, parce que c'est fait dans un sens de progrès écologique et social, nous pouvons embarquer d'autres États avec nous. C'est pas être dogmatique, mais purement pragmatique. Yannick Jadot, je crois que vous devez répondre là-dessus. Je viens de vous le dire, on le fera quand même, c'est notre mandat que de le faire. Est-ce que c'est réaliste, finalement, ce que vous entendez ? Ah, je crois pas, mais Manon Aubry défend ses idées, je défends les miennes. Nous, ce que nous voulons, c'est avoir un traité environnemental qui conditionne toutes les politiques européennes. Il faut, le grand projet de l'Europe, pour aujourd'hui, ça doit être de rassembler l'ensemble des Européens autour d'une cause commune. La cause la plus forte aujourd'hui, c'est la question du respect du vivant, c'est la question de la vie, c'est la question du climat, c'est la question de notre vivre ensemble. Et pour ça, il faut changer toutes les politiques sous le prisme du climat, de la biodiversité et de la solidarité. Et à partir de là, vous verrez que les citoyens européens, parce que avec l'investissement, ça crée des emplois sur tous nos terroirs, parce que ça respecte notre alimentation, parce que ça investit dans le transport du quotidien, parce que ça met au pas une finance qui est aujourd'hui destructrice et de l'économie et des femmes et des hommes, on recréera une dynamique européenne. On recréera, une grande vision. Ah mais nous, on est pour changer les traités. Ce qu'on dit simplement, c'est que on peut s'accorder là-dessus. Oui, non, moi je suis pour changer les traités. Ces traités sont incomplets, sont insatisfaisants, et parfois ils nous empêchent d'agir proprement. Ce que je dis simplement, c'est que moi, je veux agir dès demain. Et que je suis au Parlement depuis 10 ans avec les mêmes traités. Et quand on veut changer la PAC, pas besoin de changer de traité. Quand on veut gagner sur la pêche électrique ou le glyphosate, pas besoin de changer de traité. Quand on veut investir, je sais. Ouais. Comme quoi, on n'a pas besoin de changer les traités pour agir. On peut faire un peu, mais l'urgence écologique mérite qu'on fasse beaucoup plus. Un dernier point avant de donner la parole à François-Xavier Bellamy. On a dit l'Europe et la Banque Centrale Européenne a mis 4 000 milliards pour sauver les banques et pour acheter des dettes. Nous voulons que les mêmes sommes d'argent aillent sur le climat. Et nous voulons un grand projet pour la jeunesse. C'est un Erasmus. Vous savez, les jeunes adorent Erasmus. C'est de la formation, mais il faut que ce soit de l'apprentissage. Un projet culturel, un projet sportif, un métier. C'est ce qu'on dit. Oui, bah c'est bien. Ça, parce que nous, ça fait pas mal d'années qu'on le défend. Et on veut ça. C'est relativement consensuel. Imaginez 3 millions. Imaginons 3 millions de jeunes Européens qui, tous les ans, vont passer une année dans un autre pays européen. Et vous savez, en plus, dans 25% des cas, ils tombent amoureux. Est-ce qu'il n'y a pas un plus beau projet que de construire une citoyenneté européenne et un beau métissage européen? François-Xavier Bellamy. Il faut juste donner des bourses. On a beaucoup dit que Laurent Wauquiez était une sorte de souverainiste soft, souverainiste doux pour le dire en français. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette ligne, c'est-à-dire la volonté, au fond, de peut-être reprendre une part des compétences qui ont été déléguées à l'Europe et ne lui laisser que ce qui paraît indispensable? Je ne sais pas ce qui peut permettre de dire ça. Il suffit de se référer à ce que Laurent Wauquiez a pu écrire dans le livre qu'il avait publié, où effectivement il disait qu'il fallait aller vers une plus grande intégration en parlant de ces blocs de coopération. Par exemple, sur les frontières, vous dites on doit garder, on doit garder le contrôle de nos frontières. Je reviens, enfin que chacun se réfère à ce qui a été écrit. Je reviens. Nous croyons qu'effectivement on peut avancer. C'était la position qu'il défendait avec des blocs de coopération qui permettent de sortir de la paralysie dans laquelle effectivement à 27 il nous arrive malheureusement de tomber lorsque tout le monde n'est pas d'accord. Mais ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, n'ayons pas peur de le dire, l'Europe est à la croisée des chemins. Le Brexit est le symptôme d'un désamour envers le projet européen. Et qu'est-ce qui cause ce désamour? On parle de démocratie. L'Europe est le lieu qui a inventé la démocratie. Et au fond, je crois qu'il y a un point de bifurcation très important. Moi, je ne crois pas effectivement à ce grand métissage si c'est pour qu'il aboutisse à la fin de la singularité des peuples qui constituent l'Europe. Il n'y a pas
un peuple européen. Et c'est ça qui est magnifique en Europe. Il y a une pluralité de peuples, chacun avec leur culture, leurs références, leur manière de faire de la politique, et tout cela est connecté à une même civilisation. Et bien, ce que je crois... L'unité dans la diversité, c'est la... Ce que je crois, cela dit, Yannick Jadot, vous avez eu hier, Yannick Jadot, un propos qui a pu choquer. Vous avez dit l'Europe, l'Europe, ça doit être aussi l'Europe des terroirs, mais pas des terroirs fermés, pas des terroirs blancs, catholiques, patriarcaux, homophobes et xénophobes. Ben, c'est ce que porte le Front National. Oui, mais c'est ce que je dis. Il y a une réduction. On peut être catholique. Je veux pas des terroirs Front National. Je veux des terroirs ouverts. C'est tout. Non, mais je pense alors, Monsieur Glucksmann veut élever le débat. Vous êtes le bienvenu. Non, c'est pas moi qui ai élevé le débat, c'est Monsieur Bellamy. Donc je lui rends grâce. Je voudrais juste dire une chose. Ça, c'est une différence, à mon avis, essentielle entre nous. Je suis d'accord. Ouais, mais et enfin, on touche à ce débat qui, à mon avis, est central. C'est crucial. Bien sûr, c'est l'idée du démos, l'idée du peuple. Et vous avez une conception du peuple qui est que finalement, on est enfermé dans une identité en tant que peuple, c'est-à-dire qu'on est français. On n'est pas enfermé. Mais regardez, si on développe, au contraire, si on développe le sentiment d'appartenance des Roumains, des Français, des Belges, à l'identité européenne, au fait, d'être. Non, mais si on développe ce sentiment d'appartenance, c'est pour ça que nous on veut créer un service civique européen, une obligation. Au cours de son existence, chaque jeune Européen va aller dans un autre pays européen pour étudier, pour travailler. Non pas un sentiment aristocratique. Tout ça est très bien, mais on leur donne une bourse avec. Et alors, ce que je voudrais dire, non, mais ce que je veux dire, c'est juste, on va créer comme ça le sentiment d'appartenance à une communauté de destin politique. Qu'est-ce qu'un peuple sinon une communauté de destin politique? Le sentiment d'appartenance, il se donne en garantissant des droits communs. Bien sûr, c'est pas suffisant d'aller juste défiler dans un oui, absolument. S'il vous plaît. C'est aussi en connaissant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Erasmus concerne... Rapidement, Raphaël Glucksmann, parce que François-Xavier Bellamy n'avait pas terminé. C'est le programme pour les jeunes. 3 à 4% des jeunes Européens. Des chanceux. Voilà, exactement, des chanceux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est comme au XVIIIe siècle, on crée une aristocratie européenne qui adore l'Europe, qui connaît l'Europe, et on a des peuples qui, eux, sont sédentaires et qui ne connaissent pas l'Europe. Ce qu'il faut, c'est démocratiser cela et ne plus faire l'Europe d'une aristocratie, mais l'Europe des peuples. Et une fois qu'ils se connaîtront, une fois qu'ils auront le sentiment d'avoir une communauté de destin ensemble, là, on pourra réellement parler de démocratie européenne. On va laisser François-Xavier Bellamy conclure son propos. Sur le fond, évidemment qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut avancer vers une meilleure connaissance mutuelle de chacun. Et bien sûr, je crois qu'on sera tous d'accord ici pour dire, on l'a pas tous inventé, mais qu'il faut développer Erasmus. Ce qui est certain, en revanche, c'est que c'est un sujet politique fondamental et prenons-le au sérieux. Si l'Europe suscite un tel désamour, c'est parce qu'elle est devenue pour beaucoup de citoyens des peuples européens le synonyme d'une dépossession démocratique. Et nous ne pouvons pas construire une Europe fictive, une Europe qui n'existerait que dans la tête de ceux qui décident sans avoir été élus. Si le Parlement européen est une magnifique institution, c'est parce que chaque pays d'Europe envoie ses représentants pour participer à ce dialogue européen. Et je terminerai en disant, pardon, si vous me permettez, je vous terminerai seulement en disant qu'on a un président de la République qui a développé dans ses discours d'Athènes ou de la Sorbonne, dans plusieurs entretiens, l'idée que dans la mondialisation, l'échelle de nos États-nations est une échelle périmée, terminée, et qu'il faut transférer, comme le disait Aurélien Taché encore récemment, transférer notre souveraineté à l'échelle européenne. Je vous renvoie, il est patron du Polydé de votre parti. Je vous renvoie à la citation. Ce que je crois, moi, c'est que nous avons besoin de retrouver le sens de l'aventure européenne, qui n'est pas celle ni d'un émiettement de nations qui se font la guerre les unes contre les autres, ni non plus d'un empire qui voudrait uniformiser chacun des peuples. Et je crois, et c'est un sujet majeur, que pour redonner confiance en Europe, il faut refaire de l'Europe l'occasion d'une efficacité au service de nos démocraties et non pas l'inverse. C'est le sujet essentiel. Nathalie Loiseau, vous êtes accusée, non mais Monsieur Bellamy, juste je crois, avec votre voisin, d'être fédéraliste. Vous n'aurez jamais de démocratie à l'échelle européenne si vous n'acceptez pas plus de souveraineté européenne, plus d'Europe. Je voudrais, d'abord, je trouve fascinant d'écouter François-Xavier Bellamy nous dire tout ce qu'il aurait fallu faire pour éviter le Brexit, tout ce qu'il aurait fallu faire pour éviter la coupure avec les peuples. Mais que chacun écoute ce que nous venons de dire, jamais je n'ai donné de leçon. Mais si, vous nous dites, franchement, l'Europe a divorcé. Qui dirige la Commission? Un de vos alliés? Vous allez siéger dans le groupe d'où vient M. Juncker. Mais Madame Loiseau, pardon, on ne va quand même pas vous faire un cours sur l'Union européenne. C'est M. Hollande et M. Macron aujourd'hui qui, comme chef d'État, sont les premiers responsables de ce que l'Europe est devenue. Non, voilà, laissez parler Nathalie Loiseau qui a patienté.
Au Parlement européen, le groupe le plus important, le plus puissant, c'est celui que vous souhaitez rejoindre. Depuis des années, l'Europe, c'est celle que votre parti et vos alliés ont dessinée. J'ai beaucoup de mal à entendre aujourd'hui que vous voulez changer quelque chose, vous-même qui vous dites conservateur, alors que vous êtes le fruit de cette Europe qui aujourd'hui a créé du rejet. Moi, ça me pose une vraie question. D'abord, pardonnez-moi, je ne me dis pas conservateur. Ensuite, deuxièmement, je suis là justement parce que... Loin de là, vous le savez. Bien sûr, lorsque vous dites que Emmanuel Macron veut remplacer la souveraineté nationale, évidemment que non. Évidemment qu'on a besoin d'être ensemble, d'être puissants face à la Chine, face aux États-Unis, face à la Russie dont on a malheureusement peu parlé et qui pourtant est un sujet d'inquiétude et de menace pour nous tous. Son représentant, M. Bardella, n'était pas là. C'est peut-être pour ça qu'on a peu parlé de Russie, mais ce que nous disons, c'est qu'on a besoin d'une unité européenne, d'une souveraineté supplémentaire qui nous permet de peser, de maîtriser notre destin dans la marche du monde. Moi, je ne suis pas fédéraliste, je suis pour une Europe de solutions, pas pour une Europe supranationale qui viendrait remplacer des identités multiples. Mais il y a quand même une identité européenne. Quelqu'un d'aussi cultivé que vous. Bien sûr, il y a une civilisation européenne. Manon Aubry, qu'il faut défendre. Vous voyez qu'il y a débat. Qui est fédéraliste? Est-ce que c'est devenu d'ailleurs un gros mot qui ne l'est pas? Et puis, on parlait de ce programme Erasmus qui effectivement est inspirant, qui devrait pouvoir tripler dans la prochaine mandature et donc bénéficier à au moins 12 millions de jeunes citoyens un peu moins favorisés d'ailleurs, puisqu'on parle maintenant à la fois des étudiants, des apprentis, etc. Est-ce que ça, c'est le signal positif attendu, suffisant pour la jeunesse? Parce que qu'est-ce qu'on leur dit sur l'Europe du futur, justement? Alors, qu'attend la jeunesse? Je ne sais pas si à 29 ans, j'ai le droit de me considérer encore comme jeune, vous me dites. Mais encore un an. Ça dépend aussi. Alors, du coup, je peux m'inclure et dire on. Non, mais qu'est-ce qu'attend la jeunesse? Erasmus, c'est un bon outil. D'ailleurs, c'est fait y compris avec des pays non européens, parce qu'il y a la Suisse dedans. Mais il faut s'assurer que derrière, il y ait des bourses qui soient conséquentes, parce que ça profite qu'à une minorité. Et puis, il faut derrière être cohérent. Si en France, en même temps, vous augmentez les frais d'inscription pour les étudiants étrangers, comme vient de le faire le gouvernement, ça prouve du repli sur vous-même que vous proposez. Et de cette Europe de la compétition-là, si je peux terminer, cette Europe de la compétition-là, où petit à petit, on met en concurrence nos services publics. Et je crois, pour redonner un peu une note d'espoir, parce que je sais qu'on arrive à la fin du débat, que veut la jeunesse? La jeunesse, elle est aussi présente dans les rues tous les vendredis sur les questions climatiques. Parce que je crois plus que jamais que la jeunesse a conscience du péril et du défi climatique qui est le nôtre. Alors je remets des propositions concrètes sur la table pour prendre à bras-le-corps ce défi, pour que cette Europe nous réconcilie avec nous les jeunes. La règle verte, ne pas prendre plus à la terre que ce qu'elle peut reconstituer, 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, et le protectionnisme solidaire pour arrêter de faire venir de l'autre bout de la planète des marchandises qui sont produites ici et qui organisent le grand déménagement du monde. Voilà qui peut donner un peu de souffle, je crois. C'était votre justement conclusion. On va faire le tour de table parce qu'il nous reste à peine 2 minutes. Et moi, je voudrais demander une chose à Yannick Jadot, parce que vous avez dit, c'était le 16 mars, dans les colonnes de nos confrères du Monde, le choix est simple, c'est écologie ou barbarie. Est-ce que tout autre bulletin de vote qu'un bulletin en faveur d'Europe Écologie Les Verts est une promotion de la barbarie? Quand vous votez libéral ou pour des groupes qui soutiennent l'austérité, attendez, je vais finir, vous me posez une question. Bien entendu, mais vous avez compris ma question, elle est précise. Quand vous votez pour ça, aujourd'hui, c'est le marchepied de tous les populismes. Je ne mets pas un signal égalité, je dis c'est le marchepied de tous les populismes. La compétition de tous contre tous, les territoires tous contre tous, les choix de société tous contre tous, ça crée la défiance, ça crée la haine, le repli et ça crée le populisme. Donc ça, c'est la vision du repli. Face à ce modèle libéral, ce que nous proposons, c'est la grande transformation écologique. Les jeunes qui marchent dans la rue, c'est la société civile mondiale. Ils ne s'imaginent pas derrière des frontières. Donc c'est écologie ou barbarie. Donc, il faut mettre un bulletin vert. 30 secondes pour conclure. Monsieur Bellamy. Moi, je crois qu'il n'y a pas de rééquilibrage de la mondialisation et c'est bien sûr nécessaire. Et il faut tirer les enseignements des erreurs du passé. Il n'y aura pas de rééquilibrage de la mondialisation sans frontières. Et je crois que précisément, c'est en reconstituant une vraie barrière écologique à l'entrée du marché commun, c'est en apprenant de nouveau à maîtriser effectivement les flux migratoires pour accueillir ceux qui en ont besoin. Et bien, c'est seulement à travers cela que nous pourrons redonner un équilibre à la mondialisation. Et je crois en effet, c'est vrai que l'opposition entre populistes et progressistes, c'est une opposition qui consiste à insulter des gens
qui vivent dans on la va défiance. pas. Non, Nathalie Loiseau, d'un mot, parce que je disais, Yannick Jadot a dit c'est écologie ou barbarie, et chez vous, il y a un clip de campagne dont on a beaucoup parlé qui dit vous n'avez pas le choix. Au fond, c'est nous ou les nationalismes. C'est pas franchement populiste quand même un peu progressiste. Ouais, non, mais la phrase c'est ça. Vous n'avez pas le choix. Non, d'abord il y a quelque chose qui m'étonne. Moi je suis féministe. Eh ben je suis ravie quand d'autres partis le sont. J'ai l'impression que M. Jadot il voudrait garder l'écologie pour lui tout seul. C'est une bonne nouvelle qu'aujourd'hui autour de la féminisme. Vous êtes écologiste et vous dites je suis le seul. Moi je suis féministe, mais je suis ravie que d'autres partis soient féministes. Quand ils le sont pas tous. Malheureusement. Je mets juste mes actes en cohérence avec mes paroles. Je fais pas des discours à Paris et des votes différents. Non, moi ce que je veux c'est réconcilier. L'idée c'était un message de conclusion. Un petit mot de conclusion. Réconcilier les Français avec l'Europe, que les Français soient les gagnants de l'Europe. Ce que je veux, c'est une écologie qui se réconcilie avec l'économie. Ce sont des agriculteurs qui se réconcilient avec ceux qui défendent l'environnement. Ce que je veux, c'est une Europe où le progrès soit possible, du progrès industriel, du progrès technologique, mais qui soit au service des Français. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un référendum et il y a toujours le choix. Et c'est une élection européenne. À l'échelle européenne, ce qui compte, eh bien, c'est ce clivage droite-gauche qui n'a pas disparu. Et à la fin des fins, ce qui déterminera la couleur du Parlement européen, c'est de savoir si votre parti, le Parti populaire européen, sera dominant ou si les sociodémocrates seront dominants. Nous ne sommes pas dans votre nouveau monde partout. Non, nous ne sommes pas dans votre nouveau monde partout. Ce n'est pas vous ou le chaos. Ce n'est pas vous ou Monsieur Bardella. Vous ou Madame On a terminé. Non, jamais. On peut obtenu. C'était la condition. Mesdames, messieurs, c'est terminé. On retiendra cet engagement. L'émission est finie. Il y a la signature. S'il vous plaît, Raphaël Glucksmann. Il y a le retour du clivage. C'est terminé. Le clivage, c'est la démocratie. C'est bien. Voilà. On a bien entendu vos clivages. Merci à vous d'avoir très bien joué le jeu pour cette émission sur France 24 et sur RFI. Vous restez bien sûr fidèles à nos antennes internationales qui donneront une très large part au film de ce scrutin important avant, pendant, après le 26 mai. À très bientôt à tous sur France 24 et RFI. Bonsoir.